classe préparatoire littéraire de la Perverie existe depuis 25 ans. Plus de 1500 élèves ont suivi cette voie avant d'intégrer de grandes écoles ou de rejoindre le cursus universitaire. Bonjour et bienvenue dans cette visite virtuelle de la prépa de la Perverie. Je m'appelle Éléonore et je vais vous présenter notre lieu de vie. Vous allez rencontrer au cours de la visite des élèves qui vous parleront du tronc commun ainsi que des spécialités. Vous m'accompagnez ? Les classes préparatoires se situent au dernier étage du bâtiment principal de l'établissement. L'étage nous est dédié. À droite, l'internat des filles avec un foyer qui leur est réservé. À gauche, l'internat des garçons, les salles de cours et un foyer communautaire. Voici un foyer dédié à la pause déjeuner, au travail en groupe et à la détente. J'aime beaucoup la Perverie pour la proximité entre les élèves et les professeurs. C'est-à-dire que quand on a un quelconque souci par rapport à une matière ou par rapport à une leçon qu'on a eu du mal à assimiler, on peut facilement aller voir les professeurs qui peuvent parfois prendre du temps pour nous réexpliquer. Et après, je suppose qu'il y a aussi l'idée de l'entraide aussi avec les camarades. Je suis complètement d'accord avec toi, Erika. Moi, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on a une super ambiance de classe. Le fait qu'on se sente très vite proche de tout le monde. Et puis, on sait qu'on va pouvoir s'entraider, s'aider ensemble, plutôt que d'être dans la compétition. Et c'est génial d'être toujours ensemble, de pouvoir compter sur les autres. Et toi, puis, en plus du côté humain qui est très très bien, le côté pratique de la Perverie, c'est-à-dire que c'est situé en centre-ville, et on peut y aller en tram, c'est accessible pour les gens qui viennent de la gare. On est proche de l'université, donc proche de la bibliothèque, ce qui est très pratique pour les livres. Et oui, voilà. Et en plus d'en avoir une ici. Donc c'est vrai que c'est tout bénef. Nous allons maintenant rentrer dans le sein des saints, les salles de cours, où nous est délivré tout le savoir qui nous permettra de passer les concours. Mais avant, dans le couloir, se trouve aussi la salle d'internat, où nous pouvons passer nos devoirs, nos concours blancs, où nous pouvons travailler, que ce soit seul ou en groupe. Et cette salle nous sert aussi actuellement de réfectoire pendant cette période de restrictions sanitaires. En face de la salle de devoirs se trouve la bibliothèque et au fond, les salles de cours. Voici donc dans la bibliothèque, un lieu où nous passons beaucoup de temps lorsque nous pouvons travailler entre les différents cours et où nous encadre Monsieur Durand, notre bibliothécaire, qui nous aide à nous inscrire au concours ainsi qu'à constituer nos dossiers de validation pour l'université. Cette bibliothèque recoupe environ 6000 références, donc ce sont des ouvrages de nature différente qui permettent à nos étudiants, en liaison avec la bibliothèque universitaire, il ne s'agit pas de se faire concurrence, c'est juste un outil un peu spécifique, d'approfondir leurs études et de travailler sur les domaines qui les intéressent. Cette bibliothèque a une particularité, c'est qu'elle se situe à peu près à vol d'oiseau à 2,5 mètres du reste des salles de classe et on va dire à 20 mètres de l'internat, ce qui fait qu'un élève, même fatigué, peut la rejoindre en rampant environ 1 minute 30, ce qui est quand même un plus important.
Cette bibliothèque qui est également un lieu de réflexion. Un lieu de réflexion, le niveau prépa est un niveau assez singulier. On a très vite fait le constat que c'était le premier cycle d'études supérieures le plus généraliste qu'un élève pouvait connaître après le baccalauréat. Nous recevons des profils littéraires, pas seulement, hein, on a toujours pioché dans tout le spectre des bacs généraux. Mais ça implique cette petite singularité de recrutement implique que les élèves n'avaient pas forcément un rapport très pragmatique à l'orientation. Pour cela, on a développé un ou deux outils. Déjà, on a eu très vite la volonté de constituer une sorte de réseau, donc de s'appuyer sur nos anciens. Ça nous facilite grandement la tâche, étant donné le développement tout à fait anthropique de tout ce qui constitue les masters, donc l'étape de professionnalisation de nos étudiants à l'issue de leurs études. On a également saisi des occasions de permettre à nos élèves de première et de deuxième année de continuer à travailler sur leurs projets tout au long du cursus qu'ils suivent chez nous. Et pour ça, nous saisissons quelques occasions. Nous les mettons en contact avec ce réseau d'anciens, mais nous faisons également venir nos anciens une fois par an, et plus si nécessaire, dans l'établissement pour qu'ils puissent se rencontrer et s'informer sur tel ou tel type de filières qui sont susceptibles de les intéresser après le passage en prépa. Alors, puisqu'on parle d'orientation, l'orientation après prépa est assez bornée, on va dire, si on s'en tient à ce qui constitue le cœur même de notre préparation, c'est-à-dire le concours. Ce concours est constitué d'un bloc d'épreuves, on appelle ça la banque d'épreuves littéraires. Cette banque d'épreuves littéraires est symptomatique de la diversité des profils que nous recevons dès la première année, mais aussi de la diversité des profils, je dirais, professionnels de nos étudiants à l'issue de leur parcours estudiantin. On va trouver des choix vocationnels, je pense. Alors, c'est à mettre entre guillemets, parce qu'en fait, les choses ne sont pas si manichéennes que ça. Hein. C'est à la fois des choix professionnels, des choix vocationnels, et en même temps, ça correspond à d'autres choses. Je pense par exemple à l'École normale supérieure, qui est la cheville de notre concours, le maître étalon, qui sert bien évidemment à devenir principalement professeur agrégé, mais qui laisse aussi d'autres choix se portant vers la haute fonction publique. Hein. On a quelques exemples assez connus tout au sommet de notre pyramide de président de la République, par exemple, qui était passé par ces biais-là. Dans les choix vocationnels, on peut également ajouter l'École supérieure militaire de Saint-Cyr. Hein, on sait pourquoi on y rentre, logiquement. On peut joindre également le parcours journalisme du CELSA, qui est un parcours extrêmement borné, là aussi, qui logiquement ne vous emmène pas vers les métiers, des métiers très, très différents de celui du journalisme ou de la communication. Donc ça, c'est important. Donc c'est la partie vocationnelle, entre guillemets, du concours. Le reste du concours, mais aussi des choix d'orientation post-prépa, est constitué principalement de parcours menant soit au management public ou privé, soit à l'enseignement et à la recherche. Hein. Alors, parmi le management public ou privé, on va retrouver bien évidemment toutes les grandes écoles de commerce et de management. Le principe, c'est de leur donner les codes pour vivre en entreprise, hein, leur apprendre le langage de l'entreprise, apprendre à mener un projet et à mener une équipe, puisque c'est en fait la définition même de ces formations en management. Alors, il en existe plusieurs au sein de ce concours. Il y a toutes les vieilles écoles de la SSIP, toutes les écoles très prestigieuses, ça va de l'ESCP à HEC, en passant par l'ESSEC, quelques établissements de province, je pense, tout seigneur, tout honneur, à Audencia, qui se trouve à quelques mètres de chez nous. Voilà, mais il y a des plus petites écoles qui, comme toutes les écoles du concours, de toute façon, font partie de la conférence des grandes écoles. Il y a d'autres formations qui sont plus techniques, mais qui sont en lien aussi avec ce monde économique. Je pense notamment à l'ISIT et à l'ESIT, qui sont les deux grands instituts d'interprétation et de traduction qu'on peut trouver en France. Alors, l'ISIT est privé, l'ESIT est public. Nous avons
comme avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur, une convention, par exemple, avec l'ISIT. Donc ça intéresse principalement les linguistes qui aimeraient raccrocher ce type de formation, ce type de découverte à la fois linguistique et culturelle dans leur domaine. Viennent se greffer à cette banque d'épreuves littéraires également quelques IEP. J'y reviendrai tout à l'heure. Les IEP sont des formations extrêmement intéressantes. Elles se sont multipliées au cours de ces dernières années. Nous avons juste non pas un problème avec les IEP, loin s'en faut, mais nous devons nous plier de manière unilatérale, malheureusement, à leur comportement parfois un peu changeant lors des concours. Certaines s'agrègent à des concours, puis démissionnent ensuite. D'autres en organisent, puis finalement démissionnent de ce type de choses. Donc ça nécessite pour nous assez de souplesse. Donc les IEP, c'est fatalement, ils ont pour vocation de travailler sur les sciences politiques. Nous avons, un projet plus vaste pour nos élèves, même s'ils sont intéressés par les sciences politiques. Les relations internationales, l'économie peut passer aussi par le biais de masters spécialisés dans des universités. Là encore, nous avons des conventions avec certaines d'entre elles. Je pense par exemple, pas très loin d'ici, avec l'ICES. Il est parfois plus intéressant, en fonction de son but en termes d'orientation, de passer par d'autres parcours que les IEP pour aborder le chapitre des relations internationales et faire des sciences politiques. Donc pour s'inscrire, le processus est à la fois simple et compliqué. Simple puisque en fait il consiste à cocher des croix sur un site tout bêtement, à remplir des cases. Il est compliqué et de fait, et c'est pour ça d'ailleurs que nous assurons un accompagnement constant de nos élèves dans ces différentes phases d'inscription. Notre postulat, c'est bien évidemment de ne pas les laisser au milieu du gué, et c'est de notre devoir par rapport à nos élèves qui ont quand même travaillé pendant 2 ans pour atteindre cette étape, et par rapport à leur famille aussi, de les accompagner pour s'assurer, bien évidemment, que les choses soient faites en temps et heure, qu'ils ne soient pas forclos et qu'ils puissent passer sereinement leur concours et intégrer les écoles qui les intéressent, bien évidemment, dans le meilleur des cas. Nous voici maintenant devant les salles de classe. Voici la CPGE 1, la classe des hippocagneux des premières années. Voici la salle des cagneux, celle des secondes années. À cet étage, nous avons aussi l'internat des garçons, dont nous allons visiter une chambre, celle d'Alexandre. Notre foyer est un lieu clé et convivial où nous passons beaucoup de temps. Les internes peuvent y déposer leur nourriture dans les frigidaires et nous pouvons y aller le temps d'une récréation, s'y faire un thé, un café et discuter un moment. Enfin, le bureau de la responsable de la classe préparatoire, Madame Loubert. Aujourd'hui, une classe préparatoire littéraire s'adresse à tous les lycéens, ceux qui s'intéressent aux sciences humaines au sens large, à la culture, et qui souhaitent s'engager dans une voie qui reste généraliste, sans faire un choix qui soit radicalement sélectif dans leurs études. Au terme de ces 2 années, voire 3 années si les étudiants font le choix de QB, le projet d'orientation a mûri, s'est construit, et grâce au concours de l'ENS, ces étudiants vont pouvoir intégrer une des écoles de la banque d'épreuves littéraires, ou bien grâce aux conventions de partenariat que la Perverie a signées avec un certain nombre d'établissements, ces étudiants vont pouvoir entrer soit à l'université, soit dans un certain nombre d'écoles qui vont proposer des licences sélectives, des doubles licences ou des masters. Alors pourquoi venir à la Perverie ? Venir à la Perverie, c'est d'abord faire le choix d'un établissement qui a une forte tradition littéraire. C'est venir dans un établissement qui est centenaire,
Une prépa qui a 25 ans d'existence et qui a vu la réussite de nombreux étudiants par le biais du concours de l'ENS et aussi par le biais de nombreux parcours d'excellence. Je vous invite d'ailleurs à consulter la vidéo que nous avons faite de ces parcours de nos anciens étudiants. Comment s'inscrire pour venir en classe préparatoire ? Bien sûr, la voie administrative, c'est Parcoursup, mais vous pouvez aussi consulter notre page internet. Vous pouvez, par ce biais, me contacter pour un échange téléphonique ou par vidéo. Et puis, vous êtes aussi invité à venir à nos journées d'immersion. Même si vous avez déjà fait vos choix sur Parcoursup, vous pouvez nous rejoindre à ces journées qui vous permettent de voir une prépa de l'intérieur. Je laisse maintenant la parole à mes camarades qui vont vous présenter les différentes disciplines et les spécialités que vous pourrez choisir en votre année de Cagnes. On est élève en Hippocagne en histoire de l'art. Donc en histoire de l'art, en Hippocagne, ça représente 4 heures par semaine, donc c'est l'option la plus lourde. Mais de notre point de vue, c'est celle qui ouvre le plus sur différentes disciplines et sur différents aspects. Alors les disciplines qui sont comprises en fait dans l'histoire de l'art finalement, donc c'est la littérature parce qu'on voit en même temps qu'on voit les œuvres, des textes de personnes ayant du coup eu un certain regard sur l'art, donc des penseurs, etc. Donc il y a un peu de philosophie aussi puisque la professeure a une formation philosophique. Également, elle enseigne la philosophie. On a l'histoire, bien sûr, avec beaucoup de dates, avec un contexte aussi, puisqu'il faut placer chaque œuvre dans un contexte bien précis. On retrouve aussi la littérature dans le fait qu'il y a des récits qui sont représentés dans les œuvres, donc ça fait écho à beaucoup d'œuvres littéraires. Et aussi, le gros avantage de cette option qui nous apporte beaucoup, c'est ça éduque notre regard sur le monde extérieur et sur pas mal de choses qu'on pouvait ne pas remarquer avant, puisqu'on fait beaucoup d'études d'œuvres, enfin, c'est la base de l'option. Et donc ça ouvre le regard sur l'architecture, surtout l'architecture quand on se promène et on peut remarquer des détails qui nous étaient pas forcément familiers avant. Ça apporte beaucoup aussi au niveau de la culture artistique tout simplement parce que on voit un très très grand nombre d'œuvres et donc on en retient beaucoup et finalement après une année d'histoire des arts, on connaît un très très grand nombre d'œuvres mais très diversifiées aussi dans la sculpture, l'architecture et la peinture. Voilà, et en plus, en Hippocagne, le programme est très large, contrairement en Cagnes où on a un programme précis. C'est tout aussi intéressant, mais du coup, en Hippocagne, on balaye un certain nombre de siècles. Donc là, on a fait la Renaissance et on est dans le 19e siècle. En Hippocagne, il faut choisir une langue ancienne, c'est-à-dire soit latin, soit grec. Donc moi, j'ai choisi grec. Donc l'intérêt du grec et pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que ça faisait aussi écho à ce que j'avais fait dans le secondaire, mais aussi parce que je trouve qu'il y a l'intérêt d'un nouvel alphabet qui apporte vraiment une richesse au niveau de la langue. Il y a tout l'intérêt aussi de l'étymologie. Je trouve que ça fait beaucoup de liens avec les langues qu'on parle aujourd'hui. Ça éclaire beaucoup de vocabulaire et de formes qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a aussi un certain intérêt par rapport aux œuvres que beaucoup connaissent, voire tout le monde, c'est-à-dire l'Odyssée, l'Iliade, c'est des œuvres qu'on peut redécouvrir, parmi tant d'autres. C'est des œuvres qu'on peut redécouvrir, mais dans leur langue d'origine. Donc ça prend tout son sens et tout son intérêt. Il y a aussi l'aspect de découvrir une civilisation vraiment ancienne qu'on appelle... aujourd'hui on dit des langues mortes, mais en réalité, c'est des civilisations qui font beaucoup écho aux nôtres et qui sont hyper intéressantes à étudier pour comprendre notre civilisation actuelle. Et donc, il y a aussi, on apprend beaucoup de vocabulaire. Et il y a aussi des versions. Donc, les versions, ça stimule vraiment pour passer d'une langue à l'autre. Donc, ça peut être très, très intéressant. Il y a aussi le latin. Alors en ce qui me concerne, j'ai fait du latin pendant le secondaire, donc j'ai choisi de continuer le latin et de débuter le grec. Mais le latin, ce qui est intéressant, c'est encore ici
L'aspect étymologique, ça permet du coup de se familiariser avec une langue qui a forgé celle qu'on parle aujourd'hui, c'est toujours intéressant. En latin notamment, quand on prend le module supplémentaire, ce qui est intéressant de voir, c'est beaucoup la littérature latine, la littérature antique. On étudie pas mal de textes. Ce qui est intéressant aussi en lettres anciennes, c'est que quoi qu'il arrive, on reprend la grammaire à partir du début, donc qu'on soit débutant ou qu'on s'y connaisse entre guillemets un peu. Y a pas de... Tout va bien, il n'y a pas de problème. Comme le disait Racine, ici-bas, rien de grand ne se fait sans passion. Notre passion à nous réside dans le plaisir de l'analyse des textes. Alors, tout d'abord, en Hippocagne, vous aurez 5 heures de français par semaine qui vous permettront d'avoir une vision globale de la littérature française, car vous traverserez chacun des genres, donc le roman, le théâtre, la poésie, et aussi les essais en début d'année, de manière chronologique, pour saisir la progression de la littérature et puis de la pensée, tout simplement. Cette première année vous permettra, en plus de cela, de comprendre, de saisir l'enjeu et le plaisir de la constitution d'un commentaire de texte et d'une dissertation. Alors, en Cagne, vous aurez à choisir entre 5 spécialités, dont les lettres modernes, et quel que soit votre choix, vous conservez 5 heures de français tronc commun, qui consiste en la préparation d'une dissertation sur programme. Alors, choisir les lettres modernes vous apportera une ouverture, ou en tout cas vous conduira à visiter des textes très variés dans leur complexité, tout simplement, et vous en découvrirez les enjeux, et puis également leur singularité et leur valeur esthétique. Cette année est plus éclectique et puis elle n'est pas chronologique, hein. Le but est seulement de s'entraîner aux commentaires de texte. Alors, il y a un avantage en fait à ce cours de spécialité, c'est les effectifs qui sont assez restreints, comme pour tous les cours de spécialité, et en fait il permet pour les élèves d'échanger les idées. Et en fait, entre nous, ça nous permet de mieux saisir les textes puisque nous confrontons nos visions des textes. Chacun a souvent une entrée un peu différente, donc on en ressort tous un peu grandis, tout simplement. Alors, la finalité donc, de cet enseignement que sont les lettres modernes est tout d'abord donc, la composition d'un commentaire composé à l'écrit. Et à l'oral, ce sera une étude comparée de 2 œuvres qui sont au programme. Alors, ça me permet de dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de programme établi en lettres modernes, puisque comme je le disais, les textes sont visités en tant que texte, mais donc la partie programme réside seulement dans la préparation de l'oral, tout simplement. Alors, les lettres modernes s'accompagnent nécessairement d'un enseignement de langues anciennes, latin ou grec. Vous pouvez choisir de suivre ces 2 enseignements, auquel cas vous pourrez demander la validation d'une double licence lettres modernes, lettres classiques. Il faut simplement que donc, l'université soit d'accord avec ce choix. Alors, le latin et le grec sont des enseignements sensiblement différents, puisqu'en Hippocagne, vous travaillez la grammaire, tout, donc des bases de la grammaire jusqu'à sa plus grande complexité. On termine avec le subjonctif, par exemple, en latin et l'optatif en grec. Et en Cagne, donc, pendant le cours de 2 heures, vous visitez des textes, en travaillant tout d'abord donc, la traduction des textes, et puis vous les remettez dans un contexte, vous les analysez, vous les étudiez. Donc, pour faire simple, on pourrait dire qu'on les étudie dans une dimension littérale et littéraire. Bien. Alors, plus généralement, le français et surtout les lettres modernes vous permettront de vous approprier notre patrimoine littéraire, notre patrimoine culturel, et de cultiver les qualités de rigueur, de précision, mais aussi de réflexion, qui seront un véritable atout dans votre parcours, quel qu'il soit.
La spécialité Histoire-Géographie, c'est 2 options en une. Les cours d'histoire vous seront délivrés par Monsieur Fauquier 4 heures par semaine, tandis que les cours de cartographie seront donnés par Madame Bézier 4 heures par semaine également. En effet, l'option géographie, c'est de la cartographie. Nous étudions les espaces français, de leur formation géologique à aujourd'hui, pour comprendre leur poids à l'échelle territoriale, leur formation urbaine, etc. Elle apporte une vision d'ensemble en comprenant comment les villes et territoires français ont évolué au cours du temps. L'épreuve de cartographie au concours de l'ENS dure 3 heures, pendant lesquelles vous allez rédiger une composition à partir d'une carte IGN pour en révéler les forces, les richesses, les tensions, etc. Vous n'imaginez pas tout ce qu'une carte peut dire. De son côté, l'option d'histoire se base sur 2 questions d'année, l'une d'histoire ancienne et l'autre d'histoire moderne. Pendant 4 heures par semaine, vous étudierez l'historiographie des époques concernées, vous vous entraînerez à l'oral, vous comprendrez comment se construisent les théories historiques et comment on les étudie. L'épreuve d'option d'histoire à l'ENS est un commentaire de documents réalisés en 3 heures à partir de documents historiques. Avec 8 heures de cours par semaine, c'est une option dans laquelle il faut s'investir, être prêt à travailler, mais c'est un véritable atout pour le concours. Cette option apporte discipline et rigueur, ce qui est utile pour toutes les autres matières. Pour accéder à cette option en 2e année, il est conseillé de prendre la spécialité cartographie en Hippocagne. On vous attend avec impatience. En spécialité philosophie, on étudie 2 thèmes très spécifiques. Cette année, la vie, le plaisir. Ces 2 sujets nous permettent d'aborder tout le spectre philosophie et d'étudier les questions ayant trait à la morale, aux sciences ou encore au sens. La place de l'oral est très grande en spécialité philosophie. Ainsi, plusieurs fois dans l'année, nous sommes amenés à préparer un cours d'une durée d'1 heure sur un sujet tiré au hasard tel que « La vie est-elle un langage ?» Cela nous permet d'apprendre à problématiser et à saisir tous les enjeux d'un texte philosophique. De plus, plusieurs fois dans l'année, nous étudions des textes en cours, en profondeur, d'un auteur, ou alors d'un livre en particulier, qui nous permettent de le maîtriser et d'avoir des références à pouvoir placer en copie de philosophie, en dissertation, mais aussi dans la vie courante. Comme les cours se font en petits comités, cela nous permet d'échanger sur des thèmes philosophiques qui ne sont pas forcément directement liés à la question d'année. Ainsi, M. Pontoiseau, notre professeur, peut nous répondre et nous pouvons rebondir sur les questions d'autres camarades et ainsi avoir une véritable émulsion intellectuelle. Cela nous permet de nous enrichir énormément dans tout le domaine de la philosophie et ainsi de ne rien perdre comparativement à nos camarades en licence de philosophie. Bref, l'aspect philo, c'est une véritable émulsion intellectuelle qui permet de faire tout. Je vais vous parler de l'enseignement de l'histoire de l'art. Donc cet enseignement offre une approche théorique qui se base sur les œuvres elles-mêmes, tout en essayant de ménager au mieux une confrontation directe avec ces œuvres. Dans l'histoire de l'art, on apprend à lire les œuvres en faisant attention à leur écriture plastique, que ces œuvres soient des peintures, des sculptures ou encore des architectures. On va ensuite apprendre à affiner la compréhension en faisant attention au contexte de création de ces œuvres. Ce contexte peut être artistique, politique, économique ou encore philosophique. Si l'histoire de l'art requiert une qualité du regard et une compréhension du travail plastique, elle ne peut simplement se résumer à de l'esthétique ou à de l'histoire. En effet, l'histoire de l'art est aussi un travail d'interprétation et de problématisation. De ce fait, l'histoire de l'art peut se rapprocher des sciences humaines et de la philosophie, tant au niveau de l'exigence de l'écriture qu'au niveau de la problématisation et de la conceptualisation au niveau des œuvres. On pourra citer Roland Recht qui disait « Il n'y a pas d'immédiateté du regard, on apprend à voir comme on apprend à écouter ou à s'exprimer ». Pour ce qui est du programme, en Hippocagne, il faut savoir que l'enseignement de l'histoire de l'art représente 4 heures par semaine. À travers ces 4 heures seront étudiés 2 thèmes globaux qui représentent 2 moments clés de l'histoire de l'art occidentale. Ces 2 moments sont le passage du monde médiéval au monde de la Renaissance, c'est-à-dire l'étude du XIVe, du XVe et du XVIe siècle, mais aussi les ruptures et les continuités des arts de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Et si vous choisissez donc de poursuivre cette option durant votre 2e année, elle vous prépare au concours de l'ENS de Lyon et donc à l'épreuve d'histoire et de théorie des arts. Donc cette option, elle va principalement intéresser des étudiants qui ont un intérêt pour la culture, pour le patrimoine et pour l'histoire des arts visuels.
et bien sûr des étudiants qui ont envie de poursuivre leurs études dans ces domaines et également d'exercer une profession dans ce domaine-là. Donc, comme je l'ai dit, ça vous prépare au concours de l'ENS de Lyon, mais vous avez d'autres possibilités d'orientation, comme par exemple l'école du Louvre à Paris, une école d'histoire de l'art assez prestigieuse. Vous avez également la possibilité d'intégrer une licence en histoire de l'art et la possibilité donc de faire des doubles cursus. Donc généralement, les doubles cursus qu'on va voir en histoire de l'art, ça va être philosophie esthétique et histoire de l'art, ou encore droit et histoire de l'art. Vous pouvez également postuler dans des écoles d'art, des écoles d'architecture, des écoles de commerce comme Audencia à Nantes par exemple. Et au niveau des professions, ça va être des professions autour du management culturel, de la médiation culturelle, autour de la gestion du patrimoine, etc. La spécialité anglais vise à faire de ces élèves des bilingues accomplis qui ont à la fois une connaissance littéraire étendue, qui savent analyser un texte et qui ont un accent authentique. Il faut donc être à la fois à l'aise à l'oral et à l'écrit et connaître parfaitement le fonctionnement de l'anglais et du français. Pour ce qui est de la littérature, nous avons chaque année 3 œuvres au programme, une œuvre de Shakespeare, un roman et de la poésie. L'épreuve à l'ENS, c'est un commentaire oral. On a 1 heure pour le préparer et donc on fait un commentaire de texte en anglais. Et donc en cours, on s'entraîne surtout à l'oral et on a 2 aspects. Donc il faut être bien capable de parler anglais de manière authentique avec une prononciation fluide et d'avoir un accent qui soit celui d'un bilingue en fait. L'épreuve de l'ENS à laquelle on est soumise, l'épreuve écrite, c'est une épreuve de thème. Le thème consiste en la traduction d'un texte français en anglais. On est donc préparé en fait tout au long de l'année à cet exercice et donc à pouvoir rendre un anglais fluide, un anglais authentique, littéraire et grammaticalement correct. On doit s'exprimer dans un anglais britannique et littéraire. C'est un exercice qui est en fait qui relève autant de l'appréciation et de la compréhension du français que de l'anglais, puisqu'il faut comprendre les enjeux du texte français et pouvoir les restituer dans une langue authentique. On doit donc apprendre beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions idiomatiques, et avoir une correction grammaticale élevée. Par exemple, l'anglais aura tendance à utiliser des formes verbales pour s'exprimer, tandis que le français privilégiera les groupes nominaux. Lorsque l'on prend espagnol en LV1, on a donc un cours de littérature pendant lequel on va analyser des textes hispano-américains et hispaniques aussi. C'est-à-dire que l'on va étudier différents courants littéraires, mais aussi différents mouvements sociaux et historiques afin de restituer les œuvres dans un contexte littéraire. On va par exemple étudier des œuvres à la fois latino-américaines et espagnoles. On va en fait faire beaucoup d'oral, on va s'appuyer sur des textes puisque l'épreuve de l'ENS consiste en un commentaire de texte en espagnol. On a aussi une épreuve de version lorsque l'on passe le concours de l'ENS. La version consiste en fait à traduire un texte qui est déjà en espagnol vers le français. Donc on a beaucoup de vocabulaire à apprendre, beaucoup de structures idiomatiques, beaucoup de grammaire à retenir pour en fait restituer le texte depuis la langue d'origine jusqu'à un français littéraire, compréhensible et grammaticalement correct. L'option allemand vous permet d'étudier les cultures littéraires et historiques de l'Allemagne. En Hippocagne, vous suivez 2 heures en tronc commun et vous pouvez vous inscrire pour 2 heures de modules supplémentaires qui se dérouleront avec les Cagnes. Le programme est varié. Version, thème, apprentissage d'un vocabulaire exhaustif, mais également apprentissage de l'histoire de l'Allemagne à travers des études et des analyses d'œuvres littéraires ou d'articles de presse. Le programme du module supplémentaire se constitue sur les exigences de l'oral de l'ENS, à savoir l'analyse de presse. Pour ce faire, chaque semaine, 2 élèves présentent un article et proposent un court commentaire pour se former à l'exercice. Outre une maîtrise de la langue et un apprentissage sur l'histoire de l'Allemagne, l'option allemand vous permet également de parfaire l'art de la rigueur qui est le maître mot de la langue allemande. Moi l'année dernière j'étais en LEA à la fac de Nantes. C'est un parcours assez économique au niveau d'études des langues. Donc j'étudiais l'anglais, l'espagnol et l'arabe
dans un aspect assez tourné autour du management et de l'économie. Moi j'étais en PACES à la fac de médecine de Nantes, du coup une filière assez scientifique. Moi, si j'ai décidé de changer, c'est parce que le cadre me manquait. J'avais vraiment besoin d'un cadre autour de mes études pour pouvoir me pousser à travailler. J'avais besoin de quelque chose de plus stimulant. Et je recherchais en fait plus de matière, une plus grande généralité. Et j'ai vraiment retrouvé ça en prépa. Et je m'y plais beaucoup plus et je me trouve beaucoup plus épanouie dans ces études. En médecine, on a beaucoup d'apprentissage par cœur. En prépa lettres, je trouve qu'on a des matières qui font beaucoup plus réfléchir et un vrai investissement personnel derrière. Et aussi la volonté d'avoir une meilleure cohésion de classe avec des petites classes plus restreintes, contrairement à des grands amphis de 1000 personnes. C'est des études qui sont vraiment stimulantes et c'est quelque chose, c'est vraiment presque un microcosme, c'est vraiment c'est très particulier comme étude et ça permet vraiment le développement de soi et c'est super. Mais bon, voilà, il faut être prêt à travailler, mais c'est normal. Moi j'avais peut-être un peu d'appréhension justement au vu de la reconversion, mais au final les critères qui sont nécessaires en prépa, tels que l'analyse, la rigueur et tout ça, c'est des choses qui sont assez généralement retrouvées dans les études un peu compliquées. Donc ça s'est plutôt bien passé. Alors nous sommes en compagnie de Maxence qui est étudiant en Cagne et qui a la particularité d'avoir cubé. Maxence, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ? Alors je viens du lycée Jean 23 aux Herbiers. Je suis actuellement en fait pour la deuxième année en spécialité anglais et avec l'allemand comme LV2. Alors Maxence, vous êtes ce qu'on appelle un cube. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors le cube, c'est un étudiant qui fait une 3e année de prépa. Il est cube aussi parce qu'il a été reçu sous-admissible au concours de l'ENS, c'est-à-dire qu'il fait partie des 30% des premiers candidats à l'ENS. Alors, on n'est pas obligé de cuber quand on est sous-admissible. Pourquoi, à votre avis, fait-on une cube ? Je pense qu'on fait une cube surtout pour se dépasser, parce qu'on sait qu'on n'a pas atteint en fait d'une certaine manière ses limites et qu'on veut justement les repousser. Parce que ce qui est bien avec justement le monde intellectuel, c'est qu'on peut toujours en apprendre davantage et on peut toujours repousser ses limites. Et personnellement, moi, pourquoi j'ai cubé ? J'ai choisi de cuber pour en fait surtout n'avoir aucun regret vis-à-vis de ce concours et au moins de me dire que voilà, j'aurais tout tenté pour avoir ce concours. Alors, entre une année de Cagne, entre guillemets normale, et la cube, qu'est-ce qu'il y a comme différence pour vous ? Alors, je dirais qu'à la fois, il y a tout et rien qui diffère par rapport à l'année de Cagne que j'ai faite. Tout et rien parce que vous avez des nouveaux sujets en fait chaque année, ce qui fait que vous apprenez toujours de nouvelles choses, mais à la fois vous connaissez en fait tous les modes de fonctionnement pour chaque matière. Vous avez déjà acquis la méthodologie durant l'hypocagne, durant la première année, mais en même temps, avec cette cagne que vous avez déjà faite, vous gagnez en efficacité, en gain de temps, en optimisation en fait du temps et du travail. Et donc je dirais que ça vous ouvre en fait d'une certaine manière de nouvelles portes où vous vous permettez davantage de jouer avec les limites de la méthodologie par exemple, tout en restant bien sûr dans les limites, mais vous vous accordez, je pense, enfin moi personnellement, je le ressens comme ça, à être plus personnel, à oser davantage. Et je pense que c'est peut-être ça ce qui diffère selon moi par rapport à l'année dernière, c'est le goût du risque que vous prenez davantage avec une cube. Vous vous permettez d'être plus personnel et d'une certaine manière, c'est oser l'audace, je dirais, la cube.
Donc nous sommes maintenant avec 3 étudiantes de Cagnes, donc Mathilde, Rose et Domitille, qui vont nous parler un petit peu de l'approche du concours et de la façon dont on vit cette tension un peu du concours à passer et comment elles vivent cette pression-là et aussi comment on arrive à avoir à côté de la prépa des activités. Voilà, à vous les filles. Bon, donc voilà, dans un peu moins de 3 mois, 2-3 mois, donc on va passer le concours. C'est beaucoup de stress parce que c'est toute notre année, enfin tous les efforts qu'on a mobilisés depuis septembre qu'il va falloir conduire jusqu'à leur but final. Donc c'est un peu de pression parce qu'on n'a pas envie de gâcher tous ces efforts. Et en même temps, je trouve que ça nous pousse à fond parce que c'est vraiment stimulant et on a 3 mois encore pour donner le mieux de ce que nous avons. Donc voilà, je trouve ça bien. C'est une période qui n'est pas forcément très simple au niveau de l'organisation et tout ça. On a beaucoup de devoirs et il y a un concours blanc qui approche aussi. Mais l'accumulation de tous ces examens et tous ces devoirs à rendre permet quand même de faire un point complet sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année et de commencer à bien rentrer dans les révisions de façon approfondie. À cette période de l'année, donc qui est un peu dense, comme a dit Rose tout à l'heure, c'est important d'avoir noué des amitiés au long de l'Hippocagne et justement pour se soutenir et se motiver entre amis. Donc voilà, se donner un peu de motivation. Rose, on va vous demander si on peut réussir à côté d'une année de Cagnes à avoir plus que des loisirs, des passions, parce que je crois que c'est un peu votre cas. Alors oui, je suis rentrée moi cette année au Conservatoire de Nantes en chant lyrique, ce qui implique du coup des cours en plus de chant, de solfège, tout ça. Et c'est pas incompatible avec le fonctionnement d'une prépa, ça demande beaucoup d'organisation, surtout au niveau des horaires, des trajets, tout ça. Mais quand c'est vraiment quelque chose qui nous passionne et qui nous motive à travailler et à avoir tout ça en même temps, c'est complètement faisable. Voilà, la visite est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt à la Perberie.